Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Beats, numéro 186 déjà. Et ce soir, exceptionnellement, je suis tout seul, mes compères n'étant pas disponibles, mais les news n'attendent pas. Et donc on va faire un petit tour d'horizon ensemble sur quelques news que j'ai sélectionnées. J'espère que ça va vous intéresser. On va parler de Mac Studio, d'NVIDIA avec des piratages aussi côté Microsoft. Et on a également un peu de Bitcoin. Au niveau des tests, ce soir, on va s'occuper un peu de votre sommeil. Donc ne vous endormez pas de suite, évidemment. Mais l'idée, c'est plutôt d'analyser votre sommeil avec le Sleep Analyzer de Withings, qui me paraît extrêmement intéressant et que je vais tester pour vous. Et enfin, je vous parlerai d'une application qui m'a énormément intéressé et plu, c'est Just Watch. Et vous allez voir dans quel cas d'utilisation je trouve qu'elle est extrêmement performante. Allez, on démarre de suite avec les news et le radar. Allez, radar, c'est quoi? C'est les news qui sont passées dans notre radar et qui nous ont intéressés. Et la première, bien sûr, moi je ne pouvais pas faire un beat sans solo, sans parler de Mac. Quand même, on revient aux sources et aux origines. Avec le Mac Studio. Alors, moi, le Mac Studio, je vous le dis, je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas vous faire un test du Mac Studio. Moi, j'ai le Mac Mini M1 qui est excellent. Je m'en sers au quotidien. Super machine. Mais je n'ai pas le Mac Studio et je ne compte pas le commander. Et justement, au lieu de vous parler des tests, vous dire niveau performance ce que ça donne, est-ce que c'est bien ou pas, ma question était plutôt de savoir est-ce que le Mac Studio est fait pour vous? Et donc, c'est l'interrogation qu'on va se poser ensemble. Allez, pour vous donner un petit avant-goût et puis vous faire un peu saliver, donc le Mac Studio, ça ressemble à quoi? Moi, je trouve que c'est très bien trouvé, ça ressemble à ça. Je trouve que c'est franchement vraiment magnifique. Donc en gros, c'est quoi? C'est un Mac Mini M1, un deuxième par-dessus et encore, allez, un moitié de Mac Mini M1 et ça complète. Donc en gros, c'est à peu près 2,5 en termes d'épaisseur. En termes de hauteur, c'est à peu près haut comme un petit peu moins qu'un iPhone. D'ailleurs, vous le voyez un peu là. Ou là, en termes de perspective. Moi, je trouve que c'est très réussi. C'est une machine assez compacte et qui est pourtant extrêmement puissante. Ce qu'il faut voir, c'est que moi, j'ai déjà un Mac M1 et j'arrive pas, donc un Mac M1, un Mac Mini M1, et j'arrive pas à le coucher en termes de performance. Aujourd'hui, c'est lui qui... déjà, il souffle jamais. J'arrive pas à activer la ventilation. Et aujourd'hui, au niveau de tous mes besoins, il répond présent et il est largement suffisant par rapport à tous mes besoins, sachant que je n'ai pas des besoins extrêmement poussés, mais de temps en temps, pour les émissions, le fait d'utiliser un Final Cut, de faire des exports, le fait d'utiliser Handbrake, moi j'utilise pas mal pour faire des conversions de vidéos, notamment entre des formats MP4 vers du MKV ou inversement pour pouvoir les retraiter après sur tablette et sur iPad. Et déjà, j'ai aucun souci en termes d'utilisation et même si ça prend quelques minutes à traiter, c'est absolument pas gênant dans ma routine de travail. Donc moi déjà un M1 pour mon utilisation non professionnelle est largement suffisant. Donc là, on va se retrouver avec une fiche technique, comme vous pouvez le voir ici, qui est absolument dantesque, puisqu'on va avoir un M1 Max et un M1 Ultra. M1 Max, c'est celui que l'on a déjà dans les MacBooks. Donc dans les MacBooks, je trouve que c'est splendide ce qu'ils ont fait. Et véritablement, on se retrouve dedans avec un MacBook qui est hyper bien optimisé, fait pour la mobilité, fait pour le travail en mobilité. Moi, je suis hyper fan des MacBooks qu'ils ont pu sortir, la version Pro, en tout cas, le MacBook Pro, bien sûr, avec les puces M1 Max à l'intérieur. Bravo, chapeau Apple, voilà, faut le dire quand ça marche et quand c'est bien fait. Après, dans les autres possibilités, vous avez la possibilité d'avoir, au lieu d'un M1 Max, un M1 Ultra. Et donc, c'est quoi en fait les M1 Ultra? C'est deux puces M1 Max mises les unes à côté des autres. Et donc, on vient doubler toute la puissance. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui est absolument lunaire. C'est complètement fou. Je vous montre juste la taille d'un processeur pour que vous puissiez voir par rapport à un Ryzen. Donc, attention, dedans, vous avez le processeur, le Neural Engine, vous avez aussi la mémoire qui est dedans, enfin la carte graphique, le GPU qui est intégré. Donc voilà, tout est intégré dans la même puce. La puce est énorme.
Et effectivement, derrière, il va avoir un gros ventilateur pour arriver à le ventiler. Et ça va vous expliquer l'épaisseur en fait de ce Mac Studio, puisque vous allez avoir dedans une épaisseur qui permet d'avoir une ventilation. Et en fonction, si vous prenez un M1 Max, vous allez avoir une ventilation en cuivre pour pouvoir avoir une meilleure performance d'évacuation de la chaleur. Et donc un poids légèrement plus élevé. On va passer de 2 kg et quelques à 3 kg. Donc vraiment une belle bête. Mais en termes de puissance, la compacité de la machine est absolument extraordinaire. Donc ils ont fait des merveilles hein, qui sont liées à leur design de puce en fait. Je vous montre l'avant. On a 2 ports USB-C. Alors attention, entre le M1 Max et l'autre qui est le M1 Hop que vous avez ici, le Ultra, on va avoir en fonction sur les connecteurs USB-C que vous avez en façade du Thunderbolt qui va être dans des versions différentes. Et à l'arrière, en plus de lecteur de carte SD, il pense aux professionnels. Et à l'arrière, vous allez avoir énormément de connectiques avec 4 Thunderbolt. On va avoir également du RJ45, mais cette fois-ci qui va monter au-delà des 1 Go, donc ça c'est vraiment top. Le câble d'alimentation, 2 ports USB, de l'HDMI et un câble audio. Attention au niveau de l'HDMI, malheureusement c'est du 2.0 et moi qui ai un écran ultra wide, en fait je vais pas pouvoir utiliser, si un jour je craquais pour le Mac Mini Studio, en tout cas au Mac Studio, je vais pas pouvoir utiliser mon écran ultra wide, il ne supportera pas la résolution, je serai obligé d'utiliser un port USB-C comme je le fais aujourd'hui avec mon Mac Mini M1. Alors, dans les autres points que l'on a dessus, qu'est-ce que l'on a comme point possible? Déjà, on a quand même un prix d'entrée. Ça veut dire que, encore une fois, et je vous le dis, est-ce qu'il est fait pour vous? Non. C'est-à-dire que 80% des personnes qui me regardent en live et qui vont suivre la vidéo en replay, ce n'est pas fait pour vous. C'est fait pour les professionnels et c'est vraiment un ordinateur de professionnels. Pourquoi? Parce que derrière, vous n'avez pas besoin d'une telle puissance pour votre machine. Et ça, c'est certain. C'est pour ça aussi que derrière, on va avoir un prix qui va être extrêmement élevé parce que c'est un prix pour professionnels. Donc au niveau des prix d'entrée, en fait, on va débuter à 2299 € avec 512 Go de stockage. Et la seconde commercialisée, ça va être à 4599 € avec 1 Tera de stockage. Et ça va pouvoir s'envoler à plus de 9000 € avec la puce M1 Ultra, donc la plus musclée, 128 Go de RAM et un SSD de 8 Tera. Donc là, on a pris la machine de compète avec ça. Je trouvais ça assez intéressant en termes de perf et en termes de possibilités parce que n'oublions pas que cette machine est totalement fermée. Et donc, on ne va pas pouvoir la modifier. Donc, depuis qu'elle est sortie, elle a été démontée et je vous montre l'intérieur pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. On va avoir en fait dessus la possibilité d'accéder à la partie SSD, donc au disque dur de la machine. Et là, on va se dire, ah ben tiens, c'est bon, on va pouvoir mettre à jour le SSD de la machine. C'est top. Et en fait, non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une reconnaissance qui est faite. Et donc, si vous changez votre SSD par un autre SSD, Apple le voit de suite, la machine redémarre en clignotant. C'est fini, elle ne démarrera pas. OK. Donc là, on va se dire, c'est pas grave, plus tard, si je prends un SSD d'un autre Mac Studio, plus élevé, pour pièce par exemple, je vais pouvoir comme ça upgrader mon SSD. Non, non plus, c'est lié au Mac en question. Ils ont très bien fait ça côté Apple, pour pouvoir bien fermer au niveau de la machine, et donc ça ne sera pas possible. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ça. Ça ne veut pas dire que ça sera ça encore dans quelques années. Hein, donc, ça sera vraiment à suivre et à voir si dans quelques années, Apple pourrait ouvrir et permettre d'upgrader sa machine. Mais en tout cas, c'est dommage parce que des connecteurs sont présents et ça serait quand même très pratique de pouvoir l'utiliser. Donc, pour l'instant, pas d'upgrade possible. Et donc, comme toutes les machines Apple, sélectionnez bien par rapport à vos besoins parce qu'après, la machine n'évoluera plus. Donc, on est pour les pros. On met dedans exactement ce dont on a besoin et on le définit dès le départ parce que la machine après n'évoluera pas. Mais vous êtes large puisque c'est ultra confort, vous avez largement de quoi mettre dedans.
en termes de configuration, si vous en avez les moyens. Et donc, ça fait le lien avec le prix. Le prix est élevé, donc 2299 pour démarrer, plus de 9000 € si on est full conf, mais pour des professionnels, ça s'amortit dans le temps, dans les années, et si on le garde par exemple sur 5 ans, 6 ans, voire 10 ans, eh bien l'amortissement se justifie et passe totalement, et ça devient une machine accessible en termes de rapport prix-performance. L'autre point qui est très fort sur cette machine, c'est le silence. Effectivement, il n'y a rien à dire. C'est très très dur pour arriver à le faire souffler et donc à entendre le ventilateur qui est intégré. Il faut vraiment y aller et le pousser dans ses retranchements. Et pousser dans ses retranchements, c'est traiter des flux 8K, par exemple, avec une cinquantaine de pistes 8K sur lesquelles on va demander à faire un export et autres. Et là, on va commencer à pousser un petit peu sur la machine si vous avez pris le Ultra. Autant dire que, encore une fois, c'est vraiment pour des professionnels en quête d'une grande puissance. Et donc, c'est pas fait pour vous qui nous sommes en train de me regarder et qui êtes plutôt un particulier ou un professionnel ayant besoin de moins de puissance que ce qu'il propose. Donc vraiment une superbe machine. C'est une nouvelle gamme. Et c'est ça aussi qui est intéressant, en fait, c'est qu'on vient agrandir la famille. On avait les MacBook Air, Mac Mini, MacBook Pro, iMac. Et là, on sort maintenant les Mac Studio. Et on est différent du Mac Pro. Et Tim Cook l'a dit en fin de conférence, le Mac Pro mise à jour arrive. Et quand on voit ce que fait le Mac Studio, on se dit waouh. Et ça va donner quoi un Mac Pro mis à jour avec une puce M1 ? Comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? Et c'est là où c'est vraiment intéressant sur l'approche, c'est que maintenant ça fait un moment que la M1 est sortie, on s'attendait tous à la M2, et en fait la puce a été designée pour pouvoir avoir deux puces qui viennent se coller l'une avec l'autre, avec un transfert ultra optimisé entre les deux puces, et donc ça permet comme ça de donner une durée de vie supplémentaire à la puce en faisant des économies d'échelle, en produisant toujours la même puce, mais simplement en venant la démultiplier. C'est hyper malin. Et c'est en termes de scalabilité, de capacité à augmenter en puissance de calcul, c'est assez dingue quand même. Et c'est vraiment bien vu par rapport à designer régulièrement une nouvelle puce qui va sortir avec des nouvelles specs. Et si on se dit que toutes les puces Apple font ça, ça veut dire que quand le M2 sortira, on va pouvoir sortir un M2 et de la même manière, s'ils gardent le même système, venir coller la puce M2 à la puce, enfin, deux puces M2 entre elles avec une très grande capacité de transmission de données et encore démultiplier les possibilités de calcul de la machine. C'est hyper malin et hyper évolutif. Donc vraiment, là, chapeau, bien vu Apple. Et là encore, au niveau des puces, ils sont en train de tuer vraiment la concurrence en termes de capacité de calcul et derrière d'économie d'énergie. Et donc, comme on vient utiliser peu d'énergie, on va moins chauffer et donc moins besoin de ventiler et donc forcément extrêmement adapté pour tout ce qui est configuration portable, tel des MacBooks. Là, vraiment, moi, j'ai rien à dire dessus. Chapeau à eux. Donc, Mac Studio, vraiment une très très belle machine qui pour moi est fait pour les pros. Peu d'entre vous en auront besoin. Sachez que ça existe et vraiment un très bel effort de la part d'Apple. Moi, je suis bluffé par ce qu'ils ont proposé. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon rapide au niveau du Mac Studio. Ah oui, quand même qu'on se dise, la partie gaming, je l'aborde pas tellement qu'elle n'existe pas. En fait, c'est simplement si on avait des éditeurs qui feraient des jeux pour Apple, alors il y en a, mais c'est marginal, en optimisant, bien sûr, là, il y aura un sujet. Aujourd'hui, c'est le manque d'éditeurs qui suivent sur cette machine-là, tout simplement parce que c'est, en termes de part de marché, très peu. Et donc, les éditeurs s'adressent à la masse et donc vont travailler avec des cartes Nvidia, vont travailler avec du RTX ou autre, et vont sortir donc des jeux pour ces plateformes-là. Le jour où des éditeurs de jeux se mettent à sortir des jeux pour le Mac M1, on aura des jeux magnifiques, il n'y a pas de sujet. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cœur de cible. Et si vous voulez faire du gaming sur Mac, vous avez d'excellentes solutions. Pour moi, c'est le cloud avec GeForce, Shadow, avec Xbox qui propose aussi. Voilà, Twitch va s'y mettre. Ça fait partie des plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir faire des jeux en gaming sur Mac, mais plutôt par ce biais-là, plutôt que de compter sur la carte graphique intégrée pour l'instant, en tout cas, et je pense pour pas mal de temps. Allez, news suivante, je vous propose que l'on parle un petit peu de Nvidia. Donc on va rester
sur l'aspect qui est vraiment carte graphique puisqu'on vient de l'aborder. Et Nvidia s'est fait pirater. Bon, ok, un leak, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a eu quand même beaucoup de données, hein, 1 Tera de données qui ont été révélées sur le réseau. Et donc, on va avoir un groupe de pirates informatiques qui se fait appeler Lapsus, avec un dollar à la fin, qui s'est illustré avec une attaque de grande envergure quand même. Donc, 1 Tera de données qui ont fuité. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Eh bien, dedans, on va retrouver des informations qui sont franchement pas cool pour Nvidia, parce qu'on va avoir dedans notamment tout le code qui permet, vous savez, d'upgrader, le DLSS là, qui permet d'upgrader les images et d'avoir un flux qui est en 1080p, de le passer en 4K par exemple, via de l'IA, du machine learning ou autre. Et là, on se dit, mince, là on est quand même sur du secret industriel, c'est-à-dire que en divulguant le code source pour pouvoir arriver à faire ça, eh bien derrière, on va avoir la possibilité pour d'autres entreprises de gagner un temps fou via l'analyse du code pour voir comment Nvidia a fait. Et même si une autre société plus scrupuleuse reprend le code et ne reprend même que 50% du code, mais c'est 50% d'un code qui a nécessité une R&D énorme. Donc c'est un avantage fou. C'est vraiment très compliqué pour Nvidia. Vraiment, là, on est au cœur de leur technologie, de leurs innovations qui a été divulguée sur Internet. Ne serait-ce que ça, déjà, c'est un cataclysme pour la société. L'autre point, et celui sur lequel on va échanger ce soir, c'est sur le code qui permet de certifier les logiciels. C'est quoi de quoi est-ce qu'on parle? C'est le code Signing Certificate. Donc ça fait quoi? En fait, c'est un sorte de sceau numérique qui fonctionne un peu comme un autocollant de garantie en fait qu'on va mettre sur un programme et qui permet d'attester que ce programme n'a pas été altéré depuis sa signature. Donc ça veut dire que avec le code qui a été diffusé, si vous arrivez à récupérer ce code-là et l'intégrer dans votre programme, et vous l'avez puisqu'on a les clés qui permettent de signer qui sont disponibles et ont été diffusées, et bien vous allez pouvoir signer votre propre logiciel, votre propre malware, et dire ce malware-là, il est authentifié, il n'a pas été altéré et il vient de Nvidia. Et ça, forcément, c'est extrêmement grave parce que dès que vous allez avoir un logiciel de vérification d'authenticité, il va dire ok, c'est bon, c'est bien signé par Nvidia, je valide. Donc, en termes de piratage, de diffusion de malware, c'est extrêmement grave le fait d'avoir récupéré ces certificats. Donc là, on peut dire Nvidia est dans la sauce, véritablement, et ça va être très compliqué pour arriver à rebondir après ça, et surtout, il va falloir qu'ils réagissent très rapidement pour pouvoir mettre à jour les clés, diffuser les mises à jour, dire que les anciens certificats sont obsolètes, les radier et faire en sorte de diffuser les nouveaux, mais faire les mises à jour entre-temps. Enfin, c'est un imbroglio pour arriver à faire fonctionner ça. La seule chose aujourd'hui, et moi la recommandation que j'ai, c'est attention, utilisez bien et toujours les sites officiels pour pouvoir télécharger les mises à jour, les drivers Nvidia. Ne récupérez pas vos drivers sur Internet en faisant une recherche par mots-clés. Parce que là, si vous les récupérez sur Internet, sur un site qui d'apparence a l'air extrêmement bien, très sérieux ou autre, eh bien vous pourriez très bien télécharger un driver contenant un malware, un virus, allez, pourquoi pas un programme qui va venir intégralement crypter votre disque dur et faire en sorte un BitLocker de ne plus pouvoir y accéder sauf avec une rançon. Et pour autant qu'il soit signé et reconnu comme étant un programme tout à fait officiel. Donc plus que jamais, faites très attention là où vous venez récupérer vos logiciels, vos drivers, et ne les téléchargez que depuis le site officiel d'NVIDIA ou via leurs applications pour pouvoir les télécharger. Parce que là, aujourd'hui, Nvidia est très mal sur la diffusion de ces derniers drivers ou autres logiciels. Donc voilà pour un piratage. Et un piratage ne venant jamais seul. Alors piratage ou fuite, Microsoft est également dans la sauce, puisque Microsoft vient de se faire avoir une fuite. Et la fuite que l'on a au niveau de Microsoft, c'est pas rien, puisque c'est quand même 37 gigas de données qui se sont retrouvées sur le net. Et c'est pas rien du tout quand on voit ce que ça représente en termes de code. Donc dedans, on va avoir quoi? On va avoir du Bing Maps ou encore tout ce qui est Cortana. Cortana, vous savez,
l'équivalent d'Alexa ou de Siri côté Apple. Et on va avoir aussi des mails, des documents destinés aux ingénieurs maison afin d'élaborer les applications. Mais il semblerait que Windows et Office n'aient pas été touchés par cette fuite-là. Donc, bon, voilà, on va dire le paquebot, le vaisseau amiral n'a pas été impacté par ces fuites. Et donc, ouf pour Microsoft là-dessus. Donc là encore, des fuites, ils vont chercher à savoir d'où ça vient. Pour l'instant, c'est pas encore certain d'où vient la source dans ce que je peux lire. Et ils cherchent également en interne pour voir s'il n'y aurait pas eu des diffusions qui viendraient de l'interne côté Microsoft. Donc, en tout cas, compliqué pour Microsoft également en ce moment, et donc plus que jamais, de toute façon, en ce moment, tout ce qui est sécurité, c'est le maître mot pour toutes les entreprises, plus que jamais, véritablement, avec tout ce qui se passe. Et comme dit Ghost Squadron, sauver personne ne reprendra le code de Windows, et je pense que ça doit être un petit peu ironique, sa phrase. Allez, on continue et on enchaîne avec déjà notre dernière news. Ben oui, quand j'ai pas Cédric pour rebondir sur mes news, ça passe beaucoup plus vite. Et donc, la dernière news, c'est sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, de quoi est-ce qu'on va parler dessus? Parce que le Bitcoin, on peut en parler en permanence, tellement qu'il se passe de nouvelles choses. Mais là, je trouve que c'est assez intéressant au niveau de l'approche, puisque l'Europe refuse d'interdire les cryptos polluantes. Et effectivement, ça me fait penser un petit peu à de la fausse bonne idée. Alors, pourquoi de la fausse bonne idée? Mais si vous avez un petit peu suivi, et si vous nous écoutez régulièrement, on a déjà parlé du Bitcoin, on a déjà parlé des blockchains, en fait, qui sont derrière le Bitcoin. Et donc, les blockchains, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est, mais il y a différents types de blockchains. Et le but, c'est de décentraliser des calculs permettant de définir quel sera le prochain bloc, le premier qui résout un algorithme qui permet, avec une complexité qui va être croissante, qui permet comme ça de garantir l'unicité de notre blockchain, et surtout le fait qu'elle ne puisse pas être falsifiée. Eh bien, on va faire des calculs, et ces calculs vont pouvoir déterminer quel sera le prochain bloc. Et donc, on va avoir un prochain bloc, et ainsi de suite, et on va avoir une chaîne de blocs, la blockchain. Pour pouvoir faire ces calculs, la méthode qui est la plus utilisée, et qui est utilisée notamment par le Bitcoin, la crypto-monnaie qui utilise la blockchain, c'est le Proof of Work. Donc Proof of Work, tout simplement, plus vous avez d'ordinateurs qui vont faire des calculs pour pouvoir calculer quel est le prochain bloc, plus l'algorithme permettant de déterminer le prochain bloc sera complexe pour faire en sorte que ça ne soit pas toujours le même ordinateur qui calcule le prochain, et que ça soit donc bien diffusé à travers toute la planète pour savoir qui va avoir le prochain bloc. Si on a une baie qui permet de farmer du Bitcoin qui représenterait plus de 50% de la capacité de calcul, ça voudrait dire qu'elle pourrait à ce moment-là définir à chaque fois quel est le nouveau bloc et donc corrompre la blockchain. Donc c'est très important d'avoir la possibilité, et donc dans l'algorithme, d'augmenter les temps de calcul nécessaires pour pouvoir gérer. Et donc plus vous avez d'ordinateurs qui vont venir farmer du Bitcoin, plus on va augmenter la complexité de l'algorithme, et donc le Proof of Work. Vous avez compris, si vous avez réussi à me suivre, que ça va faire quoi? Ça va faire qu'on va devoir avoir des ordinateurs et donc des capacités de calcul de plus en plus puissantes pour pouvoir faire le calcul du prochain bloc, basé sur la Proof of Work, puisque c'est basé sur la capacité à pouvoir calculer le prochain bloc. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez du mal à avoir vos cartes graphiques qui arrivent, parce qu'elles sont utilisées pour du Bitcoin, et pouvoir calculer du Bitcoin. Et vous avez même donc des éditeurs qui viennent brider leurs cartes graphiques pour éviter que vous puissiez miner du Bitcoin avec. Donc là, l'Europe se pose la question, et se pose une question qui est pertinente, évidemment, qui est de dire toutes les chaînes de blocs qui vont, donc toutes les blockchains à base de Proof of Work, sont de fait polluantes. Ça veut dire que c'est intrinsèque dans la façon dont elles fonctionnent. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours plus d'énergie, et comme il faut toujours plus d'énergie, eh bien on va venir polluer la planète, sauf dans quelques lieux d'exception. On va dire, aller au Canada, avec les barrages qu'ils ont et qui permettent d'alimenter en électricité des installations ou des villes complètes, ou dans d'autres lieux, on va dire d'exception,
où on a la capacité de pouvoir produire de l'électricité verte via la nature. Dans tous les autres pays du monde, ça va être par des centrales, dans le pire des cas des centrales à charbon, qui vont produire cette électricité. Et aujourd'hui, la Bitcoin peut représenter la consommation d'un pays complet, si on regarde, tellement qu'on a besoin d'énergie pour produire les prochains blocs du Bitcoin. Donc, à partir de ce moment-là, on se dit, on a une approche écologique, et donc l'Europe se posait la question d'interdire le minage de crypto-monnaies polluantes, et donc toutes les blockchains à base de Proof of Work. D'autres blockchains se sont mis dans cette mouvance-là et ont changé leur façon de gérer le calcul du prochain bloc, et donc sont passés sur des Proof of Stake, qui permet en fait de se baser sur des validateurs dotés de réserves de capital. Donc c'est une autre approche pour gérer ça. Pas rentrer dans le détail ici, mais ça permet en tout cas d'avoir un autre algorithme qui permet d'être moins énergivore que ce que l'on a sur la blockchain. Mais la blockchain, elle va pas changer, elle va pas évoluer, et donc on va rester sur le Proof of Work. Si l'Europe, pour le Bitcoin, pardon, et donc si l'Europe veut l'interdire, ça veut dire qu'on arrête le Bitcoin au niveau européen, et on arrête aussi tout projet avec des blockchains en Proof of Work. Ça marche. Mais ça marche si le monde entier le fait. Parce que si le monde entier ne le fait pas, ça veut dire que seule l'Europe ne pourra plus intervenir sur ces blocs de chaîne-là et sur le Bitcoin. Et donc c'est là où la commission s'est vraiment posée sur le sujet et s'est vraiment demandé, est-ce que l'on interdit ou est-ce qu'on continue d'explorer ces technologies-là et les innovations liées pour éviter de se retrouver en déficit de concurrence par rapport aux autres pays. Et donc, la décision, ça a été de dire qu'on refuse d'interdire les cryptos polluantes. Et donc, le but, c'est de travailler sur une alternative d'ici janvier 2025. Donc, la commission a demandé de travailler là-dessus. Et il y en a qui existent, les proof of stake. Il faut que ça avance, il faut qu'on trouve des solutions dedans. Mais en gros, clairement, le but, c'est d'encadrer, mais de continuer à stimuler l'innovation autour des crypto-monnaies pour ne pas se retrouver à être le seul continent européen où c'est interdit alors que tous les autres continuent à travailler dessus. C'est pas évident, c'est arriver à trouver la frontière entre écologie et innovation pour pas se retrouver en marge des autres pays qui, eux, n'auraient pas passé les mêmes lois et permettraient comme ça de se développer plus rapidement que nous avec des avantages concurrentiels. Donc, c'est des décisions qui sont pas simples à prendre. Et effectivement, comme tu dis Guillaume, ils auraient pu être à la pointe de l'écologie, mais la question c'est est-ce que les autres auraient suivi ou est-ce que l'Europe se serait retrouvée mise sur le banc pour ces technologies-là et se serait retrouvée ensuite avec un avantage concurrentiel défavorable par rapport aux autres pays. Et effectivement, on vient opposer à ce moment-là écologie et économie, mais les deux existent avec des conséquences. Et c'est l'équation qui était difficile, d'où la décision et d'où cet article que je voulais partager avec vous, parce que c'était pas si simple que ça. Et essayer un petit peu de rentrer dans le détail comme je l'ai fait là pour vous expliquer la complexité de la décision, qui est par défaut est de se dire c'est une bonne idée, c'est bon pour la planète le fait de l'interdire, mais derrière, les impacts que cela va entraîner peuvent être très forts pour l'Europe sur l'innovation et la capacité à être dans le fer de lance de ces technologies-là, qui sont des technologies d'avenir également. Donc voilà, difficile consensus à trouver, mais en tout cas, l'Europe a tranché et à suivre maintenant dans les prochaines, d'ici 2025, puisque c'est là où aujourd'hui la décision a été reportée pour l'instant. Je vois qu'on a pas mal d'échanges dans la chatroom dessus. Donc effectivement, il y a d'autres États qui s'en servent. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs effectivement qu'avec le conflit qui est en cours et la guerre en cours, les crypto-monnaies se retrouvent être des valeurs de refuge et des moyens de contourner également des protections des différents États. Bien ou pas, c'est pas le sujet, mais en tout cas, les crypto-monnaies se retrouvent mises sur le devant de la scène, là où on pourrait penser que, au contraire, ça soit dévalorisé en cas de conflit.
Donc de plus en plus, les crypto-monnaies se retrouvent être une technologie et une possibilité qui se retrouve être sur la durée et sur un pari sur l'avenir hein, qui continue à se confirmer, voire même des valeurs de refuge comme peut l'être l'or. Donc vraiment, on n'a pas du tout fini d'entendre parler des crypto-monnaies et derrière de la technologie de blockchain. Voilà pour les news que je voulais partager avec vous ce soir. Et j'espère que ça vous a intéressé. Ça ne s'arrête pas là, on continue sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet studiorenegade.fr. Vous trouverez dessus toute la liste avec nos streams, puisqu'on ne fait pas que de la tech, on fait aussi de jeux vidéo, on fait tout ce qui est orienté startup, on fait des émissions feel good, et donc la prochaine d'ailleurs c'est What the Fox vendredi, ne la ratez pas. On a également du Geeking pour tout ce qui est culture geek, et donc n'hésitez pas à regarder notre agenda, consulter notre site internet et aller regarder nos vidéos en replay. Pour ceux qui sont d'ailleurs en replay sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre à nous abonner à la chaîne et donc Bits sur YouTube. Mais vous pouvez aussi nous soutenir et n'hésitez pas, et là pour ça, une adresse patreon.com/Studio Renegade. C'est grâce à vos dons qu'on permet de pouvoir nous continuer, financer le matériel, le studio, même si exceptionnellement ce soir on est hors studio. Et donc continuer à vous proposer du contenu qui, on l'espère en tout cas, vous plaît et vous intéresse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à bientôt pour un prochain Beats.